Le gouvernement sollicite à nouveau notre chambre après l'échec de la commission mixte paritaire. Je crois qu'en première lecture, l'essentiel a été dit, puisque le texte qui nous revient est presque identique. Le Sénat n'a donc ni été entendu et pas plus écouté. On l'avait dit, cet acharnement à la faire passer coûte que coûte, parce que promise dans son principe par le président de la République dans sa campagne électorale, pour lutter contre un sujet qui nous est cher et qui est fondamental pour la démocratie, le déversement massif des fausses informations qui altèrent l'espace public et le débat démocratique. Mais malgré toutes les alertes des spécialistes, des journalistes, malgré les dangers pointés pour la liberté d'expression, malgré l'inutilité, donc aussi l'inefficacité des dispositions prévues sur le plan politique comme juridique, sa discussion n'a laissé place à aucun travail transpartisan, à aucune recherche de consensus minimum des partis démocratiques et républicains, puisque dans les deux assemblées, seuls les partis de votre majorité l'ont voté. Et je veux vous rappeler, Monsieur le ministre, que même votre parti a voté contre et que vous-même n'avez pas voté dans les deux lectures à l'Assemblée nationale ce projet que vous avez essayé, je loue l'effort, de défendre tout à l'heure devant nous. Je loue l'effort parce que vos 6 premières minutes étaient pour dire que l'ampleur du phénomène, que l'ampleur du danger nécessitait des réponses qui ne sont pas dans cette loi. Et vous avez énuméré le pacte international, vous avez énuméré l'éducation aux médias, vous avez énuméré les dispositions et les décisions qui doivent être prises au niveau européen, ce que font déjà les plateformes. D'ailleurs, puisque vous avez souligné ce qui s'est passé avec Twitter comme Facebook, de retrait de comptes qui divulguaient de la fausse information au moment du débat électoral aux États-Unis. Donc je tiens quand même à dire que, quelque part, est admis à l'Assemblée comme ici, surtout quand on n'est pas devant le public, que cette loi ne va rien changer, qu'elle n'est pas efficace, mais qu'il faut vite passer à autre chose parce qu'il fallait la voter absolument, parce que le président l'a dit dans sa campagne électorale. Et c'est assez désagréable pour nous qui avons l'habitude de prendre les textes de loi et de les étudier sur le fond au Sénat. Et on a l'habitude d'amender, même quand on est globalement contre une loi, on amende, on travaille. Là, si le Sénat, dans son unanimité, hors le parti de la majorité présidentielle ici présent, ne veut même pas aller dans la discussion, c'est qu'on pense qu'il y a un double danger. D'abord, de faire croire que par une loi annoncée comme une loi contre la fausse information, qu'on a réduite au périmètre des élections, on luttait contre la fausse information. Tous les jours, nous sommes abreuvés de fausses informations. Et d'ailleurs, même ceux qui ont des stratégies électorales ne commencent pas la fausse information dans le mois avant l'élection. Ils déversent pendant 2 années des informations pour habituer l'opinion à avoir un réflexe électoral le moment venu. Donc nous, on interviendrait et on jugerait qu'il y a fausse information que dans les périodes électorales. Donc, inefficacité. Ensuite, pour trouver l'outil juridique, il y a le référé. Le référé, 48 heures pour décider pour un juge. 48 heures avec l'appel supplémentaire, ça fait 4 jours. Donc, de toute façon, toute fausse information qui interviendrait dans les 4 derniers jours avant une élection, ce qui est souvent le cas, on déverse au maximum dans les 4 derniers jours des choses qui peuvent effrayer et qui ne souffriront pas de la contradiction, le juge n'a même pas le temps de rendre le verdict. Mais comme vous avez voulu, à juste raison, répondre aux interrogations sur le fait qu'il faille encadrer les possibilités pour le juge de faire retirer une information pour ne pas atteindre à la liberté d'expression, à la liberté d'informer. Nous avons 4 à 5 obligations
auquel doit se tenir le juge, qui essaye de border cette garantie de liberté d'expression. Eh bien, quand le juge, bordé par autant de limites, sera saisi d'informations où il devra rendre un avis important, à chaque fois que ce sera un peu flou, à chaque fois qu'il peut être mis en danger lui-même d'avoir rendu un verdict un petit peu à l'emporte-pièce sans avoir tenu compte de tous les éléments, il va renvoyer. Il ne va pas juger. Il ne va pas retirer. Et ces informations qui seront arrivées à son jugement et qui n'auront pas été condamnées deviendront de fait pour l'opinion publique, en tous les cas pour ceux qui les profèrent, la preuve que c'est de la vraie information, même quand ce sera de la fausse information. Et toutes celles qui n'auront pas été l'objet d'une saisie et qui seront déversées par milliers diront « nous, c'est vrai, puisque le juge n'a pas condamné ». Donc je crois que vraiment nous sommes rentrés avec cette loi dans quelque chose qui est inutile, qui peut être dangereux et qui ne résout pas le problème majeur. Il a été évoqué par des intervenants précédents et par vous-même, Monsieur le ministre. Le problème avec le Brésil, c'est que des industriels ont acheté et diffusé des centaines de milliers de messages par messagerie, pas les réseaux sociaux qu'on connaît, c'est-à-dire Twitter, Facebook, etc., mais sur WhatsApp. C'est-à-dire, on déversait sur les comptes les plus influents de discussions privées instantanées des fausses informations. Comment vous faites avec ça? Ce sont des liens. C'est-à-dire, vous pouvez dire on retire. Le problème, c'est ça, c'est dupliquer, c'est comme les listes de mails. De plus en plus, c'est ça la méthode. On achète des listes de mails et on déverse. Mais c'est lien par lien qu'il faut défaire pour qu'ils soient retirés. Donc vous pouvez condamner l'émetteur, mais s'il y a des millions de gens qui l'ont transmis et qui se le transmettent automatiquement, comment vous condamnez chacun? Comment vous faites retirer à chacun son lien? Impossible. Donc, ça ne répond pas, cette loi ne répond pas au sujet incroyablement important qui est devant nous. D'autant que le vrai sujet avait bien été posé par le directeur du journal Le Monde. En gros, il disait, au lieu de donner l'illusion qu'avec une telle loi, on va lutter contre la fausse information, il faut se poser le problème d'abord de pourquoi aujourd'hui les citoyens sont aussi disposés à croire de la fausse information. C'est-à-dire la question du sens, la question de la démocratie, la question des valeurs qui animent le débat public. C'est au cœur. Parce que je vais même retourner ce que dit le directeur du Monde. Ce qu'on a pu voir, ça a été cité par Mme Catherine Morin-Desailly avec l'élection au Brésil. C'est que même une information vraie, on peut la nier en disant que c'est une fausse information. Je connais des Brésiliens qui disent que le président élu n'a jamais tenu de propos homophobes ou contre les femmes. Ce sont des fake news. Or, il est avéré, quand on a un certain rapport à la vérité, que ce sont des vérités. C'est-à-dire que ces propos anti-femmes, anti-homo, racistes, sont avérés. Mais on ne veut pas le croire parce que ceux qui disent qu'il a dit ça sont nos adversaires politiques. Donc, c'est le rapport à la vérité qui est en jeu. Et il est constamment dévalorisé. Donald Trump disait « Il pleuvait avant que je parle, quand j'ai parlé à son investiture, la pluie s'est arrêtée. » C'est faux. Tout le monde l'a vu sur les images. Il a été dit par Trump que la foule pour son investiture était plus nombreuse que la foule pour l'investiture d'Obama. C'est faux, les images le montrent, mais on le croit. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette loi est inefficace, dangereuse, parce qu'elle peut limiter la liberté d'expression et surtout
Pour conclure, elle donne l'illusion qu'on combat un phénomène central alors qu'on ne le fait